Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 23 janvier 2019. Il fait 1 degré Celsius, la température est clémente, la neige fond sur les trottoirs. C'est beau à voir, il y a comme un petit air printanier, trompeur, car on sait très bien que dans quelques jours, il peut faire -15, -20. Il peut y avoir des tempêtes de neige. C'est dur vivre dans ce pays, n'est-ce pas? Alors, je vous montre, ça c'est le compendium de l'année 2017. Alors, l'année 2017, c'est 497 pages. Alors, je vais vous lire tout à fait au hasard ce que je... Voilà. Je vais vous lire, en fait, voilà, je vais vous lire au hasard des extraits de ce carnet-là. Le 18 octobre 2017 à 15h23. C'est assez formidable, Facebook, il donne l'heure. Alors, si on veut vraiment faire un amiel de soi, on peut même donner l'heure. Aimable sauvage. Point de suspension. François Peraldi, psychanalyste, un autre encore, et qui était lui aussi un fiefé salopard, il a couché sur son divan les intellos québécois les plus prestigieux de sa génération, n'en revenait pas de l'extrême violence souterraine, imprévisible, primitive des Québécois. Gentillesse de surface, mais qui en un seul instant peut vous expédier dans la marmite. Le débonnaire qui devient sanguinaire. Le pacifisme des Québécois est une illusion d'optique, un écran pour dissimuler l'impuissance, et parfois l'impuissance se transforme en un geyser de rage jubilante. Ce qui me fait dire parfois, ce qui me fait dire parfois à ma compagne, pas dans notre relation évidemment, qui est une relation pleine de douceur, la marmite n'est jamais loin. Alors, on ne sait jamais, hein, une parole de trop, un commentaire mal compris et ça y est, explosion de violence. Toujours le même jour, me sens comme Nat Turner dans les confessions de Nat Turner de William Styron, ou une des bonnes dans les bonnes de Jean Genet. Ma colère est épique, littéraire et violente. Elle remonte à la nuit des temps, soir rouge d'octobre. Je ne décolère pas une haine de classe profonde, lourde. Ah, le bonheur de se révolter. Toujours le 18 octobre. Ouf, ça chauffe. Échange vitriolique avec mon ex-propriétaire à Côte-des-Neiges, qui supporte assez mal mon départ, on dirait bien. Manipulation, mensonge, minauderie. Vous êtes dur en affaires comme c'est pas possible, puis vous jurez sur la tête de vos enfants. C'est le bout de la marde, pitié pour vos enfants. Elle a explosé en plein vol. La vengeance est thérapeutique. Contrevenir aux règles de la communauté à l'âge de la chasse aux écureuils. Grande première pour moi. Facebook vient de supprimer un de mes partages. Un poème de Charles Reznikov tiré d'Holocauste traduit par André Markovitz, publié aux éditions Une. Nouvelle encourageante. La poésie, la vraie, demeure séditieuse. Je vous invite donc à emprunter le livre ou à l'acheter par les moyens ordinaires de distribution. Le papier a un bel avenir devant lui. Ouais, j'avais posté donc sur ma page un extrait de poème d'Holocauste. Alors, Holocauste, c'est quoi de Reznikov? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il avait découpé des extraits de journaux qui relataient l'expérience des camps
Il les avait découpés, la méthode du fameux cut-up. Là. Et alors, ça donne un effet de poésie, mais un effet de poésie drôlement inquiétant parce que c'est un détournement, mais c'est tiré de textes réels. Alors, il était question de chiens qui dévorent des enfants juifs, quelque chose comme ça. Ça avait été assez... Et là, tout à coup, ben, j'ai reçu un commentaire comme... J'ai reçu un avis comme quoi il fallait que je supprime mon commentaire. Mais c'est de la poésie, hein. Il n'y avait pas un appel à quoi que ce soit. Ne pas manger de ce pain-là, le 28 septembre. Lacan offre une superbe définition du héros, de l'héroïne. De mémoire, je cite, « Celui ou celle qui ne cède pas sur son désir, celui ou celle qui est persécuté. » Je l'écris tout net, sans forfaiterie et sans précaution aucune. Ma femme et moi correspondons en tout point à cette définition. La puissance de notre lien se trouve dans cette réalité. Mais ce qui me turlupine, décidément, c'est de rencontrer sans arrêt des gens qui sont sans désir, qui ne savent même pas donner un sens à leur existence. Ils sont annihilistes. Ils n'ont pas la vigueur insensée du refus, des riendistes, autrement dit. Ils n'ont pas la vigueur insensée du refus, ni la colère créatrice qui engendre l'engagement. Cette réplique d'un western de Cimino, ils sont plus difficiles à tuer que des Indiens, des immigrants d'Europe de l'Est installés dans le Wyoming et chassés de leurs terres par des mercenaires à la solde de riches propriétaires fonciers. Soleil, soleil, toujours le 13 septembre 2017. D'ici quelques semaines, je publie un texte sur les procès, nombreux et injustes de certains felkistes, tirage confidentiel comme de raison, mais en accès libre. La plateforme reste à déterminer. Mais voilà, mon auteur refuse de faire des entrevues, ouais, refuse même le sacripant d'apparaître sur ma chaîne YouTube. Juste de faire ma photo pour ma carte soleil, j'en ai pour 2 mois de stress intense. L'avant des réseaux. Jamais personne ne parlait en bien de personne avant, sauf de Thomas Bernard et de Mozart. Cette détestation généralisée, sauf pour soi et quelques figures qui nous sont avantageuses, est maintenant offerte à tous. La vindicte circule librement comme l'oxygène dans la nuit, le désert. Patterson, le film. Dans ma nouvelle chambre, grande, confortable, Fabienne et moi visionnons sur mon ordi Patterson de Jim Jarmusch. Ça correspond tout à fait à ma manière d'écrire. Écrire l'air de rien, avec facilité, entre deux clients, entre deux discussions. Écrire comme on respire sans s'en apercevoir. Savoir que l'on a eu des devanciers de génie, Rimbaud, Dante, William Carlos William, et s'en foutre gentiment, royalement, écrire sans obligation aucune le bonheur. Nœud. J'ai appris il y a quelques jours, par un ingénieur en bâtiment, que l'équilibre d'un édifice trouve son assise dans une imperfection de base. Ainsi, les divers matériaux s'agglomérant forment une structure résistante, pérenne. De même en poésie,
Le merveilleux s'ancre dans le vermoulu, le cyclone se cristallise dans les nœuds des planches de bois qui placardent le quotidien. Son homme. Il y a quelque chose de sinistrement réconfortant de voir qu'il n'y a qu'un misérable comme Kim Jong-un qui puisse tenir tête à ce coquin de Trump. Le dernier stade de la littérature, décrire les mœurs des derniers lecteurs, Lévi-Strauss et moi, même combat. Carnetiste. J'avais un confrère libraire, aujourd'hui retiré, et qui s'est aménagé une bibliothèque en forêt, qui se piquait d'éprouver du contentement à ramasser les restes d'élagage de bibliothèques visitées par d'autres libraires. Par la suite, il se réjouissait des trouvailles qu'avaient dédaignées les infortunés pressés ou incompétents devanciers. Pour ma part, je m'informe toujours auprès du client si un autre libraire est passé avant moi. Forfanterie, coquetterie, incuriosité, dépit, je ne supporte pas d'être deuxième. Il y a quelques mois, la compagne de l'écrivain André Major m'a contacté pour me proposer des livres. Ayant pris connaissance qu'un confrère que j'estime assez peu par ailleurs, mais dont je n'expliquerai pas ici les raisons, est passé avant moi, j'ai donc décliné l'invite. Mais rapidement j'ai éprouvé ce regret, celui de confier à Major combien j'ai aimé ses carnets. Mais ce regret-là a vite été tempéré parce que j'ai subodoré, à tort, que Major était le genre d'auteur supportant difficilement les éloges. Difficile à croire, mais ça existe des auteurs exempts de vanité. Ouais, vous avez compris que je n'ai pas dit à la dame que j'aimais beaucoup les livres d'André Major et que je ne les avais jamais lus. Tant que nous sommes, le 22 août, les réseaux électroniques ont fait de nous tous des chroniqueurs, d'intarissables discoureurs, des scribes compulsifs, des lecteurs pressés, des politiciens improvisés, des censeurs sensibles, des intellectuels intempestifs, des polémistes foudres de guerre, des pamphlétaires enflammés, des indignés inapaisables. Ainsi, on s'approche de ce moment où on aura toutes les peines du monde et on en souffrira terriblement à trouver un plombier ou un électricien. Alors ça, vous savez, peut-être, c'est la fameuse... c'est un mix de Houellebecq, dont les personnages tertiaires de Houellebecq. Parfois, c'est une sorte de fromage, une autre fois, c'est un chauffe-eau. Il y a des objets comme ça appartenant à la sphère de la vie domestique qui ont une espèce d'importance, outre que symbolique dans le récit. Et c'est la phrase également de Cravant, on aura toutes les peines du monde. Il y aura bientôt plus que des artistes, je cite de mémoire, et on aura toutes les peines du monde à trouver un homme. Nous sommes à 12 jours du grand déménagement, 20 000 livres et des centaines d'œuvres d'art, une chambre d'ado, quelques casseroles et Ginette Roussy, la chatte tigrée. Il ne me reste que 12 000 livres à emballer. Alors, peut-être deux, ouais. En fait, je ne pense pas... En fait, je pense qu'il ne faut pas être trop intelligent pour écrire un bon roman. De l'intuition, des dons médiumniques, du plaisir physique dans l'acte d'écrire, dans l'enthousiasme, de la chaleur, de la désinvolture, un peu de délinquance, de la maîtrise jusqu'à un certain point, du débraillé étudié, de l'élégance involontaire.
Les chats hétéroclites. Le 4 juillet. Deux dames dans la petite soixantaine, autobus 165, direction centre-ville, ont cet étonnant échange au-dessus de ma tête. La première anglophone tend son cellulaire à la deuxième, francophone. Voici mon bébé. Oh, comme il est beau, mais je préfère les noirs. Fait défiler sur l'écran d'autres images. Voici sa queue. Oh, belle queue. J'en avais deux. Un mâle, une femelle. J'en ai donné un à mon mari, mon futur ex-mari. Moi, je n'ai jamais été marié. Vous n'avez rien manqué. Les deux dames descendent de l'autobus. Je reprends ma lecture de Mourir de pensée. Je médite le passage où Héraclite se fait lapider par des enfants. Le soleil pénètre à grand bouillon dans l'autobus. L'amour-feu. Je me savais intraitable, inflexible, totalitaire, absolutiste, intense, déterminé. Mais à ce point, aucune nuance, aucune zone tempérée, aucune réserve, je suis simplement fou de ma femme. Alors un dernier, et là je vous quitte là-dessus. Pour toute récompense, au bout de la vie, il n'y a personne qui distribue les trophées. Il y a quelques années, je suis allé au service d'un ami pasteur foudroyé par un arrêt cardiaque à la mi-cinquantaine. Le cercueil était ouvert. Épinglé à son costume mortuaire, la médaille de bravoure de son père qui avait combattu les forces nazies en Ardèche. J'ai eu la soudaine envie d'arracher cette médaille, partagée que j'étais entre l'accablement, la colère et le dégoût. J'ai songé combien avait dû être impossible d'être le fils unique d'un héros de guerre. Combien cette exigence surmoïque avait pesé d'un poids considérable sur cette existence, où les puissances réelles du mal, on ne les combat pas avec son sang, ce qui est repos, mais avec son esprit, ce qui est ardu. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que le courage simplet, bon enfant, et sans questionnement du père, avait écrasé le pauvre cœur de son infortuné rejeton. Au bout de la vie, il y a des fantômes qui attendent leur heure. Un dernier. On se rappelle, les camps ont été inventés pour protéger les bourreaux des traumatismes qu'ils subissaient en devenant des tueurs. Un système bureaucratique d'exécution diluait et exonérait la responsabilité de tout un chacun, les camps, une entreprise caritative. Il faudrait dire ici plutôt les camps, une entreprise compassionnelle. Ce serait plus juste. Alors voilà, c'était quelques extraits des carnets numériques d'un libraire, année 2017. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Demain, j'ai promis ça il y a déjà quelques jours, mais j'ai beaucoup de travail ces temps-ci, curieusement. Ouais, ben, pas curieusement, mais à ce temps-ci de l'année, c'est curieux que la librairie soit aussi achalandée. Voilà ce que je voulais dire. Alors demain, vraisemblablement, probablement en tout cas, je vais vous lire des extraits de l'année 2016. Une année assez incroyable, 2016, en tout cas qui a commencé de manière incroyable, avec l'histoire où je suis devenu chef métis. Alors ça, là-dessus, il va falloir que je m'explique. Peut-être que je pourrais rapidement m'expliquer là-dessus. Ouais, je vais prendre 4 minutes. Parce que bon, pendant un certain temps, j'ai été chef d'une communauté métisse. Comme il y en a beaucoup qui se sont créés au fil des années. Et ce sont des raisons d'ordre personnel, c'est-à-dire développer une relation avec mon père, qui a fait que j'ai joint cette communauté-là. Le chef fondateur se savait atteint d'un cancer incurable, d'ailleurs il est mort quelques mois après, et m'avait nommé chef de la communauté. Ça n'a pas duré longtemps pour toutes sortes de raisons. Des raisons à la fois philosophiques, des raisons, toutes sortes de raisons. Mais dans mon cas, moi, c'est sûr que beaucoup de gens
se réclament, soit par le, le comment on dit ça, donc, pas par le génome, par l'étude de leur groupe sanguin, peuvent se réclamer d'une certaine autochtonie, ou d'autres par les arbres généalogiques. À mon sens, ces deux, et l'arrêt parlé sur la question des métis, il faut être membre d'une communauté historiquement reconnue et localisable sur un territoire, hein, pour pouvoir accéder au statut de métis. En tout cas, du point de vue gouvernemental, ce qui ne donne aucun droit ni aucun privilège spécial. Et je dirais que cette reconnaissance-là du statut métis vient foutre pas mal le bordel dans les rangs de communautés autochtones dûment reconnues, même si c'est une loi d'apartheid. Ça, on pourrait y revenir. Et dans mon cas, je sais depuis toujours que mon père est un écrivain, est un poète métis. Il a écrit quelques livres qui racontent, il a recueilli des légendes autochtones et des contes de coureurs de bois et autochtones, souvent se partageant le même territoire en Amérique du Nord. Et mon père a vécu aussi à la manière autochtone, c'est-à-dire pratiquement aucune manière de consommer, une vie spirituelle, une vie tournée vers les choses de l'esprit, pour le versant positif de l'affaire. Et quant à l'autochtonie négative, sans tomber dans les préjugés courants, chômage, alcoolisme. Alors moi, mon héritage, comme me le faisait remarquer, je suis pas né d'un père inconnu, mais mon père était absent. Alors cette période-là de ma vie où je l'ai retrouvé après plus de 25 ans, mais je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu, là, je ne l'ai quasiment jamais rencontré dans ma vie. Et ça fait partie aussi d'une espèce de sombre héritage, je dirais, de cette autochtonie-là. Ma grand-mère, sa mère à lui, avait des caractéristiques qu'on reconnaît généralement aux métis. Mais encore là, ma grand-mère, je l'ai vue une fois dans ma vie. Et je l'ai vue une fois. Et je suis allé dans le nord de l'Ontario. Alors je l'ai rencontrée et j'ai vécu chez elle pendant une semaine. Tout ça, c'est pas évident, venir d'une famille où il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup d'alcoolisme, beaucoup, même des morts violentes. Il n'y a rien de glorieux là-dedans. Et mon père, cependant, lui, sans revendiquer sur le plan légal ou politique, ce métissage-là, il l'a mis en pratique bien avant tout ce qui se passe en ce moment. Alors moi, le bref temps où j'étais chef, j'avais pour projet de refondre complètement ma communauté et de ne pas aller dans la revendication, ni économique, ni politique, ni territoriale. Par contre, d'offrir un soutien sans faille aux tribus autochtones, dûment reconnues, même si c'est une loi d'apartheid, et de soutenir les revendications des descendants métis de Rivière-Rouge au Manitoba, là où des exactions et des dépossessions, là où a été exécuté Louis Riel. Alors, je n'allais pas, et j'allais naturellement organiser au sein de ma communauté des élections libres et démocratiques, et où, sans doute, peut-être que j'aurais été battu, parce qu'on est... Le statut victimaire, je le refuse. Je peux comprendre. Je refuse également, cependant, c'est ça aussi le nœud du truc, c'est qu'être métis, c'est qu'à quelque part, on appartient, en tout cas, moi, j'ai pas d'ancrage, il faut bien comprendre. Le seul ancrage que j'ai, ce sont les livres de mon père, et l'exemple que j'ai vu de mon père.
c'est pas, vous connaissez, c'est pas simple, hein? C'est un héritage que j'ai reçu, mais sans passeur, je vous dirais, où le passeur s'efface devant le legs. Et, et je crois pas que, en plus, je comprends que beaucoup de Blancs ont honte, mais je crois pas que c'est une bonne idée d'avoir honte. De toute façon, la honte est improductive dans quelque domaine que ce soit. Et c'est plutôt la responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait? Et elle ne s'applique pas non plus qu'aux Autochtones, aux Premières Nations. Elle s'applique à cette solidarité-là, cette responsabilité-là. Elle s'applique à l'égard de tous les laissés pour compte de notre société. Ils sont très, très, très nombreux, en nombre grandissant aussi. Et ils ont une sorte de dureté, hein, qui... faut pas oublier, il y a de la dureté, mais il y a aussi un paquet de gens qui font des choses pour les autres. C'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Alors, vous voyez, c'est pas simple cette affaire-là, mais je sais que donc en 2016, les premières pages du carnet 2016, alors je devrais sans doute devoir expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi finalement j'ai démissionné, et pourquoi cette question-là du métissage a été toujours pour moi une question relevant de ma vie privée, finalement. Ouais. Et que, d'une certaine manière, j'avais intégré dans mon existence certaines caractéristiques. Comme me le faisait remarquer Fabienne, des caractéristiques qui appartiennent à caractéristiques émotionnelles, psychologiques, intellectuelles même, qui appartiennent aux peuples autochtones, à certains peuples autochtones. Hein? L'errance, le goût de la marche, une sorte d'indifférence quant aux choses matérielles, une désinvolture, une sorte d'esprit imaginatif, débridé. Courage. Ouais, ça, le courage. La force. Ouais, la force, ouais. La poésie. Mais ça, évidemment, ce sont des caractéristiques qu'on retrouve dans toutes les cultures aussi. Si l'homme blanc a ses guérisseurs, a ses chamans, a ses mages, a ses druides. Peut-être qu'il est bon, ceux qui sont en quête de spiritualité, de pas aller puiser, d'aller forer sur son propre terrain, n'est-ce pas? D'aller puiser dans l'imaginaire collectif de la tribu à laquelle on appartient, au groupe culturel auquel on appartient. Je comprends qu'on ait envie de s'en affranchir. Je comprends même qu'on peut être double, c'est-à-dire métis. Mais il est bon de creuser sous nos pas la magie. Hein? Ce que j'ai lu l'autre fois, sous les pavés, la plage, amère. Hein? Pas beau ça? Sous les pavés, la plage, amère. J'ai retranscrit ça, c'est dans le carnet, dans la fin des carnets 2019. Eh bien voilà. Alors, pour conclure avec cette affaire-là de l'ascendance autochtone, on pourrait très bien imaginer une jeune femme, un jeune homme européen, d'origine européenne, ayant grandi dans une réserve et qui aurait été adopté par la communauté autochtone, serait tout légitime de se dire autochtone. Ça ne peut pas être que par le sang et par l'arbre généalogique. Mais on ne peut pas non plus se dire autochtone et métis sans un ancrage historique fondamental. Bon, dans mon cas, c'est la déshérence, c'est l'abandon. Mais ça aussi, c'est une caractéristique, hélas, d'une certaine souffrance qu'a pu connaître beaucoup de membres des diverses communautés autochtones. C'est pas l'apanage simplement, par contre, des métis ou des autochtones, l'alcoolisme, l'errance. C'est aussi le cas de beaucoup de gens qui viennent de milieux difficiles. Ben voilà. Alors, peut-être à demain, je vous fais la promesse, mais vous savez, il m'arrive de ne pas les tenir.
Une autre vidéo qui dure une demi-heure, mais c'est pas grave. J'ai du plaisir à les faire. Je sais que vous êtes quelques-uns par les réactions que l'on me fait à la librairie. Donc, vous êtes quelques-uns à réagir, à me dire « Ouais, t'as dit telle affaire. » Et puis, des fois, c'est assez étonnant. « Ouais, j'ai dit ça, moi. » Bien sûr. Ouais. Est-ce que j'ai dit toutes les choses que j'ai dites? Ça a l'air que oui, quand même. Mais là, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Merci, bonne journée.